Chers amis du Club des Hommes en Noir, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pourquoi j'ai le plaisir de recevoir à nouveau l'abbé Marc Gelfucci. Je ne m'étais pas trompé dans mes notes, vous êtes bien dans mon tour de table. À côté de vous, l'abbé Guillaume de Tanoirne. Bonjour. Monsieur l'abbé, bonjour. Messieurs les abbés, bonjour. À côté de moi, à ma gauche, l'abbé Grégoire Cellier. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. J'aime bien ça, Maître Maxence, il n'y a pas à dire. Et le laïc de l'étape, notre ami Jean-Pierre Maugendre. Bonjour à tous. Alors je dis notre ami Jean-Pierre Maugendre, non pas que vous n'êtes pas non plus des amis, rassurez-vous, mais voilà, c'est une petite faveur pour le seul laïc qui affronte les robes noires. Et je le félicite. Alors vous serez aussi certainement d'accord avec moi pour constater que la France se porte globalement mal et que la chute de sa natalité, dont les journaux nous ont parlé récemment, représente certainement un signe inquiétant pour son avenir. 50 ans après la loi Veil, est-ce l'ultime moment où nous pouvons encore réagir face à cette chute démographique en France? Voilà, c'est à peu près le sujet que j'aimerais que nous abordions. Je dis ça parce qu'il y a quelques temps, il y a eu cette grande manifestation de la marche pour la vie contre justement contre la loi Veil, 50 ans après, et au même moment paraissait dans la presse de manière quasiment concomitante en fait, sans que la presse fasse le lien, me semble-t-il, eh bien ces chiffres assez importants qui montrent que la courbe des naissances en France va vers le bas. Mais alors je crois qu'il faut d'abord dire que ce n'est pas une spécialité française. Non. Et qu'au contraire, la France, mondial. Jusqu'à maintenant, s'en sortait plutôt bien du point de vue de sa natalité. Voilà, mais c'est ça qui marque d'ailleurs. Mais on est en train de vivre un hiver démographique mondial. J'ai eu l'occasion, pour mon dévis, de réfléchir un peu à la démographie. C'est très inquiétant de voir que autrefois, les pays développés faisaient moins d'enfants, les pays dits sous-développés ou en voie en de faisaient développement plus. Oui. Aujourd'hui, c'est tous les pays qui reculent, dont la démographie recule. Et on sait pourquoi. Par exemple, je crois l'Algérie, pour prendre un exemple proche de nous, mais une société qui est quand même plus en voie de développement que vraiment développée. On a en Algérie, la natalité ne suffit pas à compenser la mortalité. C'est le cas en Iran aussi. Voilà. Donc, l'Iran qui est pourtant cette société traditionnelle. mais c'est le cas. C'est le cas en Hongrie, malgré tous les efforts du leader hongrois pour relancer la natalité. Ça ne marche pas. Donc, c'est effectivement un phénomène mondial avec, si vous voulez, une fausse apparence un certain nombre de pays qui ont eu beaucoup de naissances et qui donc ont beaucoup de femmes en âge de procréer, donc qui sont encore sur un élan apparent, mais dont ces femmes, effectivement, ont beaucoup moins d'enfants que leur mère. Et donc, effectivement, on se trouve dans un... Il y a une cassure qui peut être camouflée dans certains pays par, si vous voulez, encore un élan, mais qui est antérieur, comme une étoile morte qui éclaire encore. Quoi. Il y a un seul continent où la natalité est plus forte incontestablement que la mortalité, c'est l'Afrique. Voilà, mais l'Afrique est déclinante de ce point de vue-là aussi. Voilà. Mais est-ce qu'on a une explication de ce phénomène, donc si j'ai bien compris, mondial, qui touche des sociétés très diverses, parce qu'entre la France et l'Iran et un pays africain, il y a quand même des vraies différences religieuses, culturelles, politiques, etc. Qu'est-ce qui explique Alors, il y a un phénomène planétaire sur lequel tout le monde s'accordera. C'est la banalisation, grâce aux moyens modernes et en particulier la pilule, de la maîtrise de la fécondité. Donc c'est la contraception qui joue un rôle... Dans les sociétés traditionnelles, il y avait bien sûr des moyens d'éviter les naissances, etc., si tant est que les personnes le souhaitent.
mais ça restait quelque chose d'assez compliqué. Aujourd'hui, la banalisation de la pilule fait que partout sur la planète, il y a des moyens simples de maîtriser la fécondité. Et ça, psychologiquement et très concrètement, ça change énormément de choses, me semble-t-il. Je pense qu'il y a un autre phénomène. Alors, on est dans la pure démographie, hein. On n'est pas dans je dirais, dans la vie religieuse, hein. On est dans la pure démographie. Non, mais je vous poserai une question après Voilà. là-dessus, justement. Il y a un phénomène qui est autrefois la personne pauvre était ce qu'on appelait un prolétaire, c'est-à-dire quelqu'un dont la seule richesse était ses enfants, parce qu'il cultivait sa terre, et donc s'il avait beaucoup d'enfants, ses enfants viendraient l'aider à cultiver la terre. Aujourd'hui, l'enfant, qui est une joie, mais c'est aussi une charge lourde, parce que l'éducation d'un enfant, c'est assez difficile et cher. Et donc, de ce fait-là, bien, on restreint le nombre d'enfants pour être en mesure de leur assurer l'éducation qu'on estime nécessaire. Et ça, c'est un changement anthropologique qui entraîne des limites dans le nombre des enfants. Oui, Jean-Pierre voulait réagir. Dans les sociétés traditionnelles, le fait d'avoir des enfants, c'était la probabilité d'avoir une vieillesse heureuse assurée par les enfants. Une assurance vieillesse, donc. Pardon. C'était une assurance vieillesse. Une assurance vie. Aujourd'hui, Oui, alors même. ça vaut plus dans les sociétés modernes que dans les sociétés en voie de développement. Pour avoir une vieillesse matériellement heureuse, vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants. Au contraire, d'ailleurs, le fait d'avoir eu des enfants, eh bien, ça vous a coûté de l'argent, ça vous a empêché d'épargner, et au final, votre retraite n'est pas tellement valorisée. C'est-à-dire que sous cet aspect simplement matériel, dans les sociétés traditionnelles, j'ai besoin d'avoir des enfants. Dans la société moderne, le principe, en particulier dans un pays comme la France, de la retraite par répartition, fait que vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants pour avoir une bonne retraite. Oui, alors en même temps, le Figaro notait, quand il a présenté cette chute de la natalité, il le faisait sous l'angle justement immédiat du problème des retraites, en disant que ça allait entraîner certainement encore un prolongement du départ de l'âge de la retraite. Moins il y a d'actifs, moins il y a de cotisants pour un nombre de retraités qui augmente. Eh ben, il n'y a que deux solutions. Hein. Il y a trois. On repousse l'âge de la retraite, on donne moins aux retraités ou on fait payer plus les actifs. Il n'y a pas d'autre solution. On supprime aussi le nombre de personnes âgées. Ça rentre aussi comme variable d'ajustement. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, oui. Et d'ailleurs, si en Chine, on est passé de l'enfant unique parce qu'on était impressionné par le nombre de Chinois, on a vu que toute une génération n'allait pas être aidée du tout et que cet entonnoir allait laisser des personnes de 60-70 ans dans des mouroirs, dans des EHPAD à terme à 80-85 ans. Ils ont commencé à se rendre compte que même des bras pouvaient manquer, donc ils sont passés à 2. Et là, actuellement, ils sont à 3. Il faut s'imaginer une propagande d'État. Une obligation d'État. Chinois, pas encore une obligation, mais une très forte incitation. Il faut s'imaginer... Ça donne des points au crédit social. Voilà. Oui. Et il faut s'imaginer ça en France. L'État qui nous dirait, mais il faut au moins 3 enfants. Mais alors justement, l'État ne nous dit rien en France sur ce sujet. Et un tout petit peu. Non, l'État ne se sent plus de responsabilité d'œuvrer à la pérennité d'une société. Je crois qu'on Parce que c'est réduit au fort intime, si je puis dire, à l'intimité du choix des personnes. Aujourd'hui, me semble-t-il, l'État, en fait, il n'est plus là que pour gérer la cohabitation des individus, des personnes privées. Voilà. Il est là pour assurer la paix entre les personnes privées, toutes ces personnes privées vivant comme elles le souhaitent, comme elles le veulent. C'est-à-dire que la responsabilité traditionnelle de l'État, la responsabilité traditionnelle aussi du politique, qui était d'assurer non seulement la paix sociale, mais la pérennité de la société. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est complètement en dehors des écrans radars du personnel politique, en particulier d'un pays comme la France. Qu'importe à Emmanuel Macron ce que sera la France dans 20 ans. Mais il ne sait pas ce que c'est, il n'a pas d'enfant, et puis je pense que fondamentalement, il s'en fout. Mais est-ce que ses adversaires sont le même genre d'optique, en fait ?
Parce que est-ce que c'est pas toute la classe politique qui est affectée du même mal? Voilà, mais il y a quand même un problème. C'est que Ah bah ça, oui, un problème. Ça, Non, alors, mais ce que sur je le veux dire, fait c'est qu'il y a un que- problème, c'est on que, est d'accord. Comme le dit Aristote, en soi, l'individu veut sa pérennité et donc en soi, l'individu veut la continuité de son espèce et que aujourd'hui, c'est ça qui est la nature est blessée sur cette question-là. C'est-à-dire Oui, que tout à les fait. gens ne veulent plus d'enfants. Enfin, je veux dire, le fait de ne pas vouloir d'enfants ou d'en vouloir très peu, etc., est maintenant très répandu. Et donc, en fait, les gens ne veulent pas se prolonger, ils ne veulent pas avoir des descendants, etc. Alors que Aristote dit bien, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'inscrit dans la nature. Et ça, il y a un véritable problème, une véritable difficulté, parce que en soi, l'État doit favoriser, doit encourager, mais c'est pas lui qui prend la décision d'avoir des enfants, parce qu'il n'est pas dans le lit des gens quand même. Hein. Bon, donc, enfin, on espère. Donc voilà, il faut, normalement, c'est quelque chose de naturel. Vous voyez, dans la théologie catholique, on dit que le mariage est la voie commune. La voie commune, donc les vocations étant une voie spéciale et extraordinaire. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont, Par nature. par nature, une propension à se marier pour avoir des enfants et se prolonger. Or, cette propension, actuellement, elle est blessée par la modernité, c'est clair. Et elle est aussi blessée, je crois, quand on regarde les études auprès des plus jeunes, par ce que l'on appelle un peu pompeusement l'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'un pourcentage important, en particulier des jeunes femmes en âge d'avoir des enfants, n'en veulent pas, en disant, pour deux raisons, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Bon, ça, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Et puis surtout, en ayant des enfants, je contribue à détruire la planète. C'est quelque chose de très présent. Je lisais une Et qui étude, qui se développe. 30% Ouais. des jeunes femmes ne veulent pas d'enfants pour cette raison. La raison, je vais contribuer à détruire la planète. Alors que du point de vue de la planète, le modèle français est toujours là, est bien là. Je pense qu'il y a peu de pays plus écologiques que le nôtre. Avec le moins de pollution. Et pourtant, les jeunes font ce genre de réflexion qui valent pour d'autres pays, mais pas pour la France. Alors, ce que certains faisaient remarquer d'ailleurs, ces jeunes ne veulent pas d'enfants pour pas polluer la planète, mais ils prennent l'avion pour aller passer des vacances en Thaïlande, quoi. Faudrait choisir dans la vie, quoi. Évidemment. Monsieur l'abbé Gelfucci. Voilà. Ça, c'est la propagande contemporaine. C'est pour le coup de l'idéologie. Oui, mais qui est installée dans la mentalité des jeunes. Oui, mais par exemple, ces carcans médiatiques sont parfois cassés. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein, donc on a un peu assez du réchauffisme ou de la cause humaine de ce réchauffement, puisque lorsque la température générale de la planète est plus importante, on vit mieux. Et on nous dit qu'on vivra moins bien. Mais il y a 2000 ans, le Groenland était, enfin peut-être même plus longtemps encore, le Groenland était un pays de forêt. Vous aviez le port de Rome, Ostie, qui était sur la Méditerranée. Actuellement, il a 2 km des côtes. Hein. Donc, et les armées d'Hannibal passaient par les Alpes. Si vous voulez, et des glaciers n'existaient pas, qui existent maintenant. On met une tombe à chaque fois qu'il y a un glacier fond. Mais ce glacier était peut-être pas là il y a 500 ans ou il y a 2000 alors, ans. qu'est-ce que vous en tirez comme... c'est l'anxiété, l'éco-anxiété, c'est une chose. Mais moi, ce qu'on vit véritablement en tant que prêtre, c'est surtout la peur de perdre son confort individuel. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites... actuellement, l'homme contemporain, la femme contemporaine, nous... en confession, dans les conversations, si on ne veut pas se marier, c'est parce que ça demande une générosité, ça demande des concessions, ça demande un sens du pardon. Des enfants, ce n'est pas seulement une question économique. Le monde rural avait besoin de bras. Ils ont eu des tracteurs super puissants, ils n'ont plus besoin de bras. Ils sont venus dans les villes. On a construit des HLM avec des petits appartements qui sont impropres à avoir des familles. Ces enfants, de toute façon, n'ont pas eu de travail tout de suite parce qu'on a fait venir une main-d'œuvre à bon marché. Et ça, ce sont des causes économiques et politiques qu'on pourra multiplier dans des débats. Mais d'un point de vue moral et d'un point de vue religieux, ce que l'on vit, c'est une explosion du loisir
Et on vit seul dans ses joies solitaires et dans sa zone de confort. Et le mot zone de confort, pour moi, qui est une expression extrêmement moderne et très utilisée par les bobos, mais c'est d'une vérité extraordinaire. L'abbé de Tanneward voulait... Oui, moi je suis surpris du fait que dans certains pays catholiques ou dans certains pays nationalistes, je pense pays catholique la Pologne, pays nationaliste la Russie, les dirigeants s'inquiètent de ce déclin démographique, de cet hiver démographique qui frappe leur pays. Ils prennent toutes sortes de mesures financières, ils prennent les gens là où ils sont. Sociales, oui. Et ça ne marche pas. La Pologne, la catholique Pologne, a 1,3 enfants par femme. Mais comment c'est possible ? C'est la question que je vous pose justement. Non, mais quelle est l'explication ? Parce que la morale de l'Église, c'est que l'acte sexuel puisse être fécond. Et là, on a l'impression que 1,3 enfants par femme, comment ils font ? Et que c'est pas le cas. Voilà. Comment font ces bons catholiques polonais, voilà. Ouais. Pour ne pas avoir d'enfants, en fait. Je pense qu'ils... Ils prennent tous la pilule, faut pas se... bien sûr. Voilà. Massivement. Ils prennent la pilule massivement, voilà. Et on sait très bien que les prêtres en confession, si les gens par hasard... Enfin, vous savez très bien. Non, pardon, nous, on ne sait pas très bien. Non, mais on parle de choses qu'on ne connaît pas, nous. Non, mais c'est une chose qui est publique, qui a aucun problème, si vous êtes marié, etc., à prendre la pilule pendant 1 an, 5 ans, 10 ans. Voilà, il n'y a aucun problème. Et les gens ni ne s'accusent, ni le prêtre ne va leur faire la morale, hein, ça c'est clair. Bah, s'il ne s'accuse pas, oui, le prêtre ne peut rien dire, ça, effectivement. Je souhaiterais livrer des éléments de réflexion suite à la bonne question de monsieur l'abbé de Tanneward. Et pour ça, prendre l'exemple de la France. Voilà. La France, à l'issue de la guerre de 14, est dans une situation démographique catastrophique. Avant la guerre de 40, 37, 38, 39, les générations ne sont plus renouvelées. C'est-à-dire que pendant cette période, il y a tous les ans plus de décès qu'il n'y a de naissances. Bon. Le redressement démographique de la France intervient à partir de 1942. C'est-à-dire c'est en 1942 que le nombre des naissances commence à remonter. 542 449. En 1941, il y a 482 367. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est parmi ce redressement démographique ? Il y a eu 3 choses, me semble-t-il, mais ouvertes à nos débats. Le premier, ça a été des mesures d'ordre législatif, de manière à faciliter le niveau de vie des familles. Le grand homme auquel il faut rendre hommage plus souvent, c'est Alfred Sauvy. Voilà, Alfred Sauvy, qui est le fondateur de l'INED, à partir de 1938, donc dans le cadre du gouvernement de Front Populaire, du Front Populaire, oui. Il met en place ce que l'on a appelé un code de la famille, qui va initialiser, qui va créer des allocations familiales et qui va mettre en place également la question du quotient familial qui sera supprimé par François Hollande. Donc, premier type de mesures, des mesures liées à ce que l'on appellerait aujourd'hui le pouvoir d'achat, le niveau de vie. On va aider financièrement les familles. Et aider financièrement les familles de manière importante. C'est pas on vous donne 50 francs, c'est vraiment, ce sont des choses importantes. Premier point. Deuxième point, qui va intervenir, ce sont des mesures d'ordre législatif, en particulier mises en œuvre à partir de 1940 et 1941 par le gouvernement de l'État français, qui est sur une optique nataliste, il prolonge les institutions d'Alfred Sauvy, mais il dit, ça c'est quelque chose qui n'a pas été évoqué, mais qui est important, la natalité, elle est liée à la stabilité des couples. C'est-à-dire que pour avoir des enfants, il faut que les couples soient stables. Et en particulier, il faut, parce que ça dépend d'elles, que les femmes aient la conviction, on n'a jamais la certitude, mais aient la conviction que cet enfant auquel elle va donner la vie, il aura un père et que la stabilité de ce couple va être assurée. Et ce que fait dans ce cadre-là le gouvernement de l'État français, il ne peut pas interdire le divorce, mais il va prendre plusieurs mesures qui vont rendre le divorce plus difficile. Pendant un certain temps, vous n'avez pas le droit de divorcer après votre mariage, je crois que c'était 6 mois. Alors qu'avant, vous vous mariez, le lendemain, vous divorcez. C'était possible. Ça devient impossible.
le divorce automatique par rupture de la vie commune est repoussé à 3 ans. C'est-à-dire, il faut que pendant 3 ans, vous n'ayez plus vécu avec votre conjoint. Bon, donc, on complexifie Pour entamer une les procédure. procédures de divorce et on donne des consignes. J'ai relu les notes. On donne des consignes aux juges pour que vraiment ça devienne quelque chose Ça, d'exceptionnel. Ça ne suffirait pas parce que. Alors, j'ai pas dit que ça suffisait. Voilà. Alors, on laisse J'ai dit, finir c'est le Jean-Pierre, puis deuxième après point. vous. Et le troisième point, et vous avez raison, le troisième point, c'est qu'on change le climat psychologique. Je rejoins tout à fait ce que disait monsieur l'abbé Gelfucci tout à l'heure. J'ai des enfants, des garçons, des filles, certains mariés, d'autres pas mariés, etc. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, en particulier pour les jeunes femmes, mais c'est vrai aussi pour les hommes, avoir des enfants, eh ben, c'est fini les soirées entre amis, c'est se réveiller 3 fois par nuit. C'est un ensemble de contraintes que la société hédoniste dans laquelle nous vivons a du mal à supporter. Et le troisième élément, c'est ce que vous évoquez, c'est un climat psychologique. C'est-à-dire que, voilà, alors c'est l'expression parce que c'est mis en avant à cette époque par le gouvernement de l'État français. Voilà, l'esprit de jouissance a détruit ce que l'esprit de sacrifice avait édifié. On n'a pas d'enfants, on ne mène pas une politique nataliste si on ne remet pas en valeur d'une certaine manière l'esprit de sacrifice. Et c'est les limites de ce que vous avez évoqué sur les politiques natalistes qui sont menées en Russie, en Pologne, en Hongrie, etc. C'est qu'il ne suffit pas de dire il faut des enfants. Quelque part, il faut aussi changer la culture et dire voilà, vous êtes les maillons d'une chaîne, vous en êtes responsable, ça demandera des sacrifices, mais la pérennité de la Hongrie ou de la Russie, elle repose sur vous. Oui, mais alors ça s'inscrit dans le temps, le changement Eh d'une... oui, bien sûr, c'est un climat. Mais Et il oui, y a urgence. Oui, mais ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans cet exemple du redressement à partir de 1942, c'est 38, ce sont des mesures financières, 40-41, ce sont des mesures législatives et des mesures sur le changement d'état d'esprit, et on en voit les résultats finalement assez vite. C'est un fait, ça. Voilà. Mais Oui, c'est un fait historique, mais effectivement. l'esprit de sacrifice, la générosité, voire même l'amour mutuel, ça ne se commande pas par des dispositions financières et économiques. Mais ça, on est bien d'accord, oui. D'où quand même le rôle du bon Dieu là-dedans, qui aide ses enfants, ses créatures, à s'aimer les uns les autres. Ensuite, pour remettre une couche sur ce que je vais Enfin, dire... le bon Dieu, il si en intervient à travers des causes si en secondes, quand même. Algérie et si au Bangladesh, alors qu'ils sont au Bangladesh, ils sont dans la... Comment dire, ils roulent pas sur l'or, ils ont encore besoin de bras, mais ils ont tous des smartphones. Avant, quand vous vouliez un orchestre, quand vous vouliez aller au théâtre... Ils ont le droit d'avoir des smartphones. Oui, C'est leur luxe. mais oui, c'est leur luxe. Avant, pour avoir de la musique, il fallait aller à une veillée du village, où il fallait faire C'était venir un sympa, ça. orchestre. J'aime bien les Actuellement, veillées. n'importe qui peut avoir toutes Oui, les mais on va musiques pas qu'il veut en un supprimer les instant. smartphones Non, pour non, avoir non, des non. enfants. Mais je vous donne une raison de la puissance du loisir. Ah, mais tout à fait. Mais C'est une puissance exceptionnelle. Moi, ma question, c'est... Mais comment oui, mais est-ce c'est qu'on- une grande cause. Et il y a les pannes d'électricité aussi. Oui, Ah, et bon, ce qui ça, permet c'est d'avoir des natalité. ce qui permet d'avoir des enfants. Ah, on pourrait organiser des pannes d'électricité. Non, mais c'est simple. Pendant 15 jours, il n'y a Ça, pas c'est eu pratique. d'électricité en 1999. Je suis sûr qu'il y a eu un pic de natalité. Ça a été analysé à New York. Il y a eu une Oui, panne d'électricité et pof, 9 mois plus tard, il y avait un rebond démographique. Oui, Mais- limité, mais un rebond Mais démographique. Donc, Donc- non, mais la puissance de loisir des écrans, de ce monde virtuel. Oui, mais et- monsieur l'abbé, mais ce que vous vous- avez- rejoint mon troisième mais- point. Oui, mais Et ce que vous même êtes en les train de dire, pauvres, c'est qu'il même les pauvres l'ont. Et bientôt, avec Elon Musk, qui met plus de 6000 satellites partout autour de la Terre, et encore plus, les gens auront le Wi-Fi, auront Internet partout. Dans le village africain le plus pauvre, ils auront un téléphone connecté au satellite, même pas une antenne satellitaire, qui coûte même pas très cher actuellement. C'est n'importe quel téléphone aura partout cette, Alors, Alors la cette seule solution, c'est distraction. qu'il n'y ait pas d'électricité. Non, mais on ne peut pas, si vous voulez, c'est un constat. C'est pas une accusation. C'est pas, on va pas faire Non, mais- comme les Khmers rouges Non, qui mais vont monsieur dire, l'abbé, monsieur l'abbé, allez, monsieur on l'abbé. vide les villes et tout le monde à la campagne. Non, mais très bien, Vous voyez, mais Mais c'est une comment cause. est-ce qu'on change
Ben, il À faut- part eh un ben, vous climat- avez des braves familles qui interdisent le smartphone jusqu'à 14, 16 ans, vous avez Mais des gens d'accord, mais ça, qui c'est- mettent des c'est- applications pour que leurs enfants n'aient qu'1 heure par jour de TikTok ou de machin, mais ça a l'air d'être des gadgets. Mais je peux vous assurer qu'un enfant Ah mais d'accord, mais ça qui, fait pas des non, mais un ça. enfant vit dans une famille et qui se préserve un peu plus de cet esprit d'hédonisme, ils ont un regard plus paisible, ils ont une vie plus paisible. Ça se touche, Peut-être, ça mais se ça voit. reste limité, ça. C'est pas une. Non, mais c'est encouragé même actuellement par des médecins et autres, parce que on voit des Ah, il faut services garder- d'addictologie qui bien commencent sûr. à s'intéresser à ça, sans être des mormons, sans être des J'entends bien, amiches, monsieur l'abbé, mais sans nous être sommes des Khmers face rouges. à une chute de la natalité. Il me semble Ça que. se commande pas, la générosité. Oui, alors peut-être. Non, mais c'est un climat général. Mais comment on culte- l'installe, ce climat? Eh ben, par la grâce. Hein, Ah non, non, c'est pas que la grâce. La grâce Ah, détruit pas la. Il y a un ouais. rôle, Rôle de la l'État. prière. Enfin, je crois Oui, l'exemple que l'Église, j'ai hein. donné. Il y a un rôle de la puissance publique. Aujourd'hui, la puissance publique Ouais. est étrangère à ces sujets. Oui, mais à l'époque, il y avait une morale commune. Ouais. Vous avez raison. Aujourd'hui, il n'y a plus de morale commune. Et ça devient très difficile d'avoir une famille dans un monde éclaté. Donc le Et la constat. responsabilité de l'État, c'est quand même de. Le constat, Alors c'est que que- c'est tout le contraire, c'est de faciliter la stabilité des familles. Oui, Et ça le- l'a- mais aujourd'hui, Le constat, c'est que ceux qui peuvent le faire doivent avoir plus d'enfants si c'est possible, parce que on a toutes les raisons du monde de ne pas en faire. Et Donc là, Toutes les raisons là, mondaines de ne pas en faire. vous validez Peggy à propos du père de famille, héros du. Absolument. Bien sûr. Voilà, mais ça devient une question d'héroïsme Oui. personnel. Alors. Tout à fait. Et quand Ou familial. quand je vous regarde, Non mais me regardez pas, mais. je vois un héros. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est C'est une pas la vraie. question là. Alors, je crois qu'il y a un. ah, un c'est peu- c'est quand même, Ouais. c'est quand même le fond de la question. C'est une question de Moi, je- vertu. Moi, ça me gêne cette histoire d'héroïsme. J'aime bien Peggy, mais. Non, 2025. Et oui, Et, d'accord. et donc, il faut être fou pour se marier, pour pas divorcer. La nature, normalement, se porte spontanément Ouais. vers la prolongation, et que la nature blessée dans la modernité, spécifiquement dans la modernité, elle a toujours été blessée de diverses façons. Hein. C'est clair que les sociétés mérovingiennes, par exemple, étaient des sociétés très violentes, et on est, je pense, à certains égards moins violents, mais dans la modernité, ce qui est blessé, c'est cet esprit de continuer son espèce, de continuer sa famille, de continuer ce qu'on a reçu, qui est blessé. C'est-à-dire que les gens... J'entends bien. Ce que vous êtes en train de dire, et ce qui est vrai, je le nie pas, c'est que ce qui va continuer, c'est des familles. Ce qui ne va pas continuer, c'est des pays, c'est des nations. Je pense que ce qui est en train de se C'est passer, une forme de question. c'est que la famille mal traditionnelle, posée, mal voilà, posée, mais la famille traditionnelle est en train d'émerger. C'est-à-dire que ceux qui feront des enfants, et donc ceux qui vont prendre le pouvoir, c'est les tradis, à quelques ou les égards. musulmans, mais Ouais, c'est... Non, mais les musulmans eux-mêmes n'ont plus d'enfants. Ouais. ils en ont Pourquoi moins. Je sais Oui, pas qu'ils n'en ont plus. Ils n'auront pas dans l'islam suffisamment de grâce et de vertu Enfin, ils ont- pour lutter contre la puissance du loisir moderne. ils ont la polygamie, qui est quand même... Oui, mais Oui, c'est oui, qui est un facteur oui, mais- de natalité. Qui est un facteur de facteur. natalité. Tout à fait. Mais Tout oui, à fait, mais ils oui. souhaiteront la prospérité. Or, dans l'intention divine, il nous demande justement la générosité, pas d'obtenir la prospérité. Vous voyez, actuellement, comme vous disiez, l'héroïsme. Mais regardez tous les parfums qu'on nous propose, interdits, poison, machin, truc, tous les noms de parfums. Mais actuellement, qui casse les codes? C'est celui qui se marie, qui divorce pas, qui a des enfants. C'est lui qui casse les codes, actuellement. Je pense qu'il y a vraiment un héroïsme... Jean-Pierre, casseur de code. ah, Allez-y, oui. Jean-Pierre. Non, je crois qu'il y a un exemple aussi qui peut intéresser notre débat par rapport à ce que vous avez évoqué sur les familles et sur les nations. C'est la manière dont, après le traité de Paris en 1763, a pu se maintenir dans le temps et prospérer Très bon ce que exemple. l'on a appelé la nation française du Québec. C'est-à-dire que ces gens... Du Canada français, même, hein. C'est plus que Québec. Oui, mais ces gens qui étaient devenus extrêmement
extrêmement minoritaire dans un univers et persécuté dans un univers très majoritairement anglo-saxon, eh bien, je crois, le chiffre que j'ai en tête, c'est leur population a été multipliée par 10 en 2 siècles, ce qui leur a permis de continuer à exister jusqu'à la... Jusqu'au cardinal Léger. Voilà, jusqu'à débâcle de la révolution. Léger, cardinal. Léger, là, dans les années 60. Oui. Mais je crois qu'il y a aussi un exemple. C'est-à-dire que je crois que c'est profond. Rien n'est écrit. C'est la volonté des hommes, ce sont les structures qui font la nation française du Québec et plus largement la Louisiane. Tout ça, ça devait disparaître, mais ça n'a pas été le cas parce que ils ont mené la bataille des Marceaux. Elle a su générer, je dirais, une politique familiale, nataliste, d'endogamie aussi, voilà, et qui leur a permis de continuer à traverser le temps. Mais la vraie question, vous l'évoquez d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de communautés, voilà, elles ont cette volonté de traverser le temps. Le reste, les gens qui croient que l'histoire commence avec eux et qu'elle s'arrêtera avec eux, ces gens-là disparaîtront. Non, pas Voilà. Les cheveux Mais bleus. malheureusement, c'est un pourcentage important de la population française. C'est-à-dire que autant j'ai la conviction, j'ai la certitude qu'une partie de la population française transmettra et vivra un processus analogue à celui que nous venons d'évoquer pour les Canadiens français, autant une autre partie disparaîtra. Alors, je ne voudrais pas que nos auditeurs s'imaginent qu'il faut avoir des enfants, il faut avoir des enfants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors là, c'est ma petite expérience de prêtre. Je suis frappé du fait qu'il y a des familles nombreuses où ça marche tout seul. Et d'autres où il y a ça de ne marche pas l'ordre, du tout. il y Oui. a- Non, rien ne marche tout seul. Oui, oui. Non. Mais Retour d'expérience. non. Il y a des parents qui sont capables d'avoir une famille nombreuse. Là, Et il y a des parents qui ne le sont pas. mais vous avez raison, Mais- je suis d'accord. Et il faut pas que tous les catholiques s'imaginent que le seul modèle, c'est la famille nombreuse. Non, mais là, je pense pas que l'Église et les prêtres soient des natalistes à tout craint. C'est Dieu qui donne les enfants dans le cadre d'une famille dans lequel Dieu donne il y les a enfants, ouais. Non, mais à travers des actes concrets faits par les parents, n'est-ce pas? Et donc l'Église aime les familles nombreuses, mais elle ne l'impose à personne. Hein. Chacun selon sa situation. Oui, Et mais puis, je pense il y a un certain nombre de gens qui voudraient plus d'enfants qu'il y en a. De famille nombreuse, c'est un charisme. Voilà. Il y a des gens qui voudraient plus d'enfants qu'ils n'en ont pas. C'est-à-dire du don individuel. Oui, de beaucoup de jeux. Effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je fais une parenthèse, puisque vous avez parlé en tant que prêtre, mais je suis sûr que des personnes parmi ceux qui nous regardent se font la remarque. Est-ce que finalement, c'est aux prêtres de parler de ce type de questions ? Est-ce que vous êtes légitime pour parler alors, vous le faites parce que vous êtes gentil avec moi, je vous ai invité et je vous ai imposé ce sujet, mais plus globalement, si je puis dire, est-ce que vous êtes légitime, n'ayant pas d'enfant, étant appelé à ne pas en avoir, est-ce que vous êtes légitime, voilà. C'est des sujets qui sont largement traités par les laïcs, et c'est très bien. Et dans ce qui est transmis de la volonté divine, et plus particulièrement par les évêques et les prêtres aussi, c'est qu'il y a une providence et une connaissance qui se diffuse sur qu'est-ce que dit de la famille le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, les enfants. Le prêtre, lui, lorsqu'il est vraiment les mains dans le cambouis, il a les versions de tout le monde. Il ne pense pas la famille à travers seulement la maman, seulement le papa. Une réussite particulière. Voilà. Il voit un échec cinglant. il voit des échecs, il voit des réussites, il voit des gens heureux, il voit des malheureux. Et s'il a vraiment les mains dans le cambouis, il est un vrai père. C'est-à-dire qu'il ne va pas être un célibataire endurci dans un logement de fonction. Il va vraiment donner Tous du les temps. célibataires endurcis n'ont pas de logement de Non, mais fonction. excusez-moi, mais il va vraiment passer des heures à écouter les uns les autres, aider les uns et les autres par sa présence et par les sacrements, parce que la confession, c'est surnaturel. Et tout cela, ce sont des outils qui ont été donnés par Donc Dieu. vous faites votre apprentissage familial, si je puis dire,
au sein du Ah ben, confessionnal. dans un ministère vrai, oui. Si on est planqué, on est planqué. Mais ensuite, vous Certes. avez des prêtres religieux qui, eux, font l'intercession. D'ailleurs, seront peut-être moins, justement, prétendront moins connaître la famille parce qu'ils sont dans leur monastère depuis des années. Et encore, parce C'est qu'avec pas mal confesse, quand même. l'expérience de la vie commune et du pardon, ils auront des paroles d'or avec des personnes qui vont confesser, qui vont venir dans un monastère pour se confesser, pour dire ce que c'est que le pardon, pour dire ce que c'est que la patience, et qui sont des cristaux dans une famille. Je confirme. Alors, un point qui n'a pas été évoqué, mais qui me paraît à la fois important et encourageant, donc ce serait bête de ne pas l'évoquer, c'est ce que l'on appelle le désir d'enfant. C'est-à-dire que si on interroge les gens, et en particulier les femmes, sur combien d'enfants elles souhaitent, tous les chiffres en France nous montrent c'est 2,2. Voilà, 2,2 enfants par femme. Et Le désir, c'est ça, hein. Le désir, ouais. Et la réalité est à 1,6. Quand on les interroge pour savoir l'écart entre le 1,6 et le 2,2, d'où est-ce que ça vient? Dans les premières raisons viennent des éléments d'ordre matériel. C'est-à-dire viennent sur la notion des revenus, sur la question des logements, sur la question de la voiture. Voilà, vous avez une voiture avec Les 2 crèches. enfants. La question des crèches aussi. Quand vous passez à 3 ou 4, il faut changer de voiture. Et c'est là où je dis que ça a été évoqué. Voilà, il y a vraiment 3 facteurs. Mais là, la puissance publique, il est de sa responsabilité et elle peut intervenir sur le passage des 1,6 à 2,2. Or, dans un pays comme la France, ça ne l'intéresse absolument pas. Donc là, il y a vraiment un levier. Et en plus, en ces temps d'exaltation de la personne humaine, etc., vendre, avec tous les guillemets que vous voulez, donner la possibilité aux femmes de France d'avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent, eh bien, je trouve qu'en termes de marketing, il y a quelque chose à faire. Femme de France. Oui, mais Mais avec un époux, un mari et un père. Oui, la stabilité familiale Voilà, et c'est un des points que Parce que j'évoquais. effectivement, on pourrait aussi parler. On a parlé des femmes Mais et c'est normal, mais il y a aussi la démission absolue, totale, importante en tous les cas, Et la fuite des hommes. des hommes. Ah, mais c'est qui, sûr. euh, Ça rejoint le 3e point que j'évoquais sur le climat psychologique. Quoi. Et ce climat psychologique de valorisation, de pérennité, et puis aussi de responsabilisation des hommes. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, ça joue aussi, tiens, responsabilité des hommes, ça va être leur fête. Donc, il y a cet aspect de rester fidèle, etc. Et puis, il y a un deuxième aspect. C'est un phénomène tout à fait nouveau. C'est un phénomène qui n'existe pas en terre d'islam, par exemple. C'est le nombre de célibataires. Dans un pays musulman, il n'y a pas de célibataires. En particulier, il n'y a pas de femmes célibataires. Aujourd'hui, en France, le nombre de femmes, le pourcentage de femmes célibataires sur les tranches en âge d'avoir des enfants est un pourcentage élevé, qui doit être 15, 20%, etc. Et là, la responsabilité est celle des hommes. Quand on écoute, mais vous, en tant que prêtre, vous avez un autre gars, qui ne s'engage pas, qui hésite, qui tergiverse. Voilà, il y a plus d'hommes, quoi. En tout cas, pas assez. Pour s'engager, pour bâtir une famille. Moi, je suis quand même marqué par par ce qu'a dit l'abbé Tannemann au début de cette émission, c'est-à-dire que les politiques familiales mises en place dans des pays comme la Russie, la Pologne ou la Hongrie, Ou la Chine. la Chine, je ne connais pas précisément, rencontrent quand même un. Ben oui. Donc Parce que ça suffit pas. ça suffit pas. Mais en même temps, c'est tout le cours de cette émission, c'est-à-dire que changer le climat, ça demande un temps. Eh bien, c'est Énorme. c'est une réforme intellectuelle. C'est Non. une réforme intellectuelle qui passe normalement par des canaux institutionnels et qui passe aussi par ce que chacun d'entre nous fait dans ses associations, dans ses sermons. Voilà, c'est Alors moi, je fais pas de sermon, multicanal tout ça. dans vos Oui, émissions, mais- dans vos publications. Voilà. Mais il faut aussi la vraie religion où Jésus est l'époux. Jean-Baptiste dit je suis l'ami de l'époux, et quand j'entends la voix de l'époux, je me réjouis. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. La religion chrétienne, c'est la religion de l'époux, c'est la religion de celui qui donne sa vie pour son épouse, et qui donne sa vie pour son épouse. C'est-à-dire que Jésus est l'époux parce que c'est les noces de l'agneau avec l'humanité, avec l'épouse. Il y a une force du mariage dans la foi chrétienne
où l'épouse a un rôle, et elle n'est pas répudiée, l'épouse, elle est aimée, l'épouse. Elle n'est pas renvoyée. Alors, qu'est-ce qui vous fait grogner comme Non, ça là mais parce que j'ai parlé que de l'époux. Maintenant, Je pense que non, mais je parle de l'épouse maintenant. le L'épouse- sexisme Mais attendez, est à laissez-le poursuivre, parler. Non. le sexisme est à poursuivre partout où il se manifeste, Oui, et bien quelles sûr. que soient les bonnes intentions qui Oui. semblent l'animer. Mais bien sûr. Ah, mais là, mais, c'est pas du sexisme. En quoi c'est du sexisme précisé là l'épouse- parce que... Non, L'épouse, le elle est christianisme aimée. est la religion de l'époux. C'est dangereux Non, de dire pas la ça. religion de l'épouse, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, c'est ce que j'ai cru entendre. Eh ben oui, mais je complète. C'est-à-dire que l'époux vient auprès d'une épouse qu'il aime oui. et pour qui elle meurt. Monsieur de Pour la qui Palisse il en aurait meurt dit autant. Oui. Non, mais effectivement, il n'y a Mais pas il y a d'épouse pas sans que l'époux. épouse, il n'y a pas d'épouse sans épouse. Et puis On l'épouse, sait. elle n'est pas répudiée. L'épouse, elle est aimée. Oui, il n'y a pas de répudiation comme dans d'autres Elle est- religions. Elle est aimée. Elle est aimée. Mais Elle est aimée. Et l'épouse, c'est l'Église. il peut y avoir aussi des échecs terribles Ah, bien sûr. et des vies communes qui sont de véritables Tout à fait. enfers. Oui, mais Euh, la grâce chrétienne est pour. je crois qu'il ne faut pas trop présenter les choses comme faciles et évidentes. Mais c'est pas facile du tout. Je crois que personne n'a dit ça. Oui, Personne n'a je dit. pense qu'on est J'ai bien... une autre idée. Bon, d'accord. Alors, pour laquelle je ne suis pas persuadé de recueillir l'assentiment du personnel ecclésiastique ici présent. Et notamment de l'abbé Célie qui ne s'est pas beaucoup prononcé sur ces questions. Aujourd'hui, nous cotisons tous à une caisse de retraite. Très bien, on paye pour la retraite. Vous êtes parfaitement conscient que la retraite que vous payez, elle sert aujourd'hui à payer la retraite de nos parents. Elle n'est pas pour C'est vous. un devoir de justice. Elle n'est pas pour nous. Donc une piste à explorer, vous êtes bien conscient aussi que la retraite dont vous espérez bénéficier dans quelques années, elle sera payée par les enfants. Donc une mesure peut-être à affiner. Pas d'enfants, pas de retraite. Ah, mais Je vois pas complètement. pourquoi les retraites des autres... non, c'est pour ça que Chers amis prêtres, on est mal barrés. avec Ah, mais je ne vous comprends voyez pas l'idée. pourquoi les associations familiales catholiques et plus largement le monde politique d'inspiration catholique Oui, mais je pense que n'est pas les- utilisé ce moyen de pression, ça c'est clair. Mais ça va venir. Ça va venir. Bah, mais ça sera trop tard. Non, mais, Et non, mais tous je, les prêtres, je dis, Jean-Pierre n'aura pas sa retraite, je tiens à le dire. je dis- Bon, Alors qu'il a eu des enfants. déjà, Pardon, non mais je me plains parce qu'il parle pas et je l'empêche de parler. Allez-y, monsieur l'abbé. Non, mais- On écoute l'abbé Cellier, pardon. je pense que ça, il va y avoir, comme j'ai dit, la famille traditionnelle ou les traditionnalistes ou peu importe, vont émerger parce que c'est eux qui vont avoir des enfants de façon massive par rapport à une société qui n'en aura plus et que ces enfants vont un jour dire moi, mon fric, c'est pour mes parents et pas pour vous, qui n'avez pas voulu avoir d'enfants. Sauf Je qu'on n'a pense pas. Je pense qu'il va y avoir. Ça Sauf va, qu'on ça a- va émerger. Sauf ça qu'on va n'a pas émerger. de puissance politique pour dire ça Bien sûr. et pour Mais- nous défendre. Non, mais attendez. Et pour porter ça, Non, ne mais serait-ce que porter ça. La question, c'est que il va y avoir, ce sera les électeurs, ce seront les actifs, ce seront les gens qui détermineront la politique et qui diront stop, nous réservons notre argent pour Ouais. nos parents. Sauf que ceux qui déterminent la politique aujourd'hui, ce sont le vote. Enfin, Bien c'est sûr. le vote des retraités. Oui, mais C'est ce qui explique les résultats des. voilà, mais Des dernières élections. la question, c'est vrai que le vote détermine, mais ensuite les militaires, ensuite les médecins, ensuite seront des actifs, ce ne seront pas des retraités. Et donc ces gens-là diront non, mais je ne vous soigne pas, vous n'avez pas payé, je ne vous soigne pas. C'est ça, voilà, on va vers une société dans laquelle il y a une cassure. C'est une menace terrible quand même. Non, mais il y a une cassure comment dirais-je, des interconnexions parce que les enfants se retrouveront en faible nombre et diront on ne peut pas payer pour tout le monde, on va payer pour nos parents. Alors, rassurez-vous, on s'occupera de vos retraites. Parce qu'on a besoin de vous. Ouais. Parce que vous faites quelque chose qu'on ne peut pas faire, donc. Non, et puis le bien est nécessairement commun. Et le Voilà. bien, nécessairement, oui, tout à fait. S'il est réservé à quelques-uns, même pour le meilleur motif du Non, mais monde, c'est pas pour aux les meilleurs propres motifs, enfants, ça risque de devenir. Moi, je dis ça pas va que contre le dynamisme d'une société. Ça, vous avez raison. Mais- Ce que je voulais dire, moi, c'est qu'on aurait pu utiliser ça comme un moyen de pression en disant si vous continuez, on va arriver avec des solutions extrêmes de cette sorte. Mais vous avez raison, le bien est nécessairement Alors, commun. il y a- Et
Et la justice implique... Autour de cette notion du bien commun, ça nous fait rebondir, me semble-t-il, sur les questions de solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le leitmotiv du système social français pour les retraites, la sécurité sociale, et tout, etc. C'est la notion de la solidarité, qui en soi est tout à fait un principe tout à fait louable. J'attire néanmoins l'attention sur le fait que dans la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, voilà, la solidarité a des limites. C'est-à-dire que la cigale qui a fait la foire tout l'été pendant que la fourmi travaillait, eh bien, quand au nom de la solidarité, au moment de l'hiver, la cigale se tourne vers la fourmi lui répond, eh bien, vous chantiez, vous dansiez, je ne sais pas dans quel ordre, vous dansiez, chantez maintenant, ou l'inverse. C'est l'inverse. La solidarité, elle a ses limites. C'est-à-dire qu'au nom de la solidarité, je pense que la cigale n'est pas habilitée à demander à s'installer chez la fourmi, surtout en considérant qu'elle en a le droit. D'où la nécessité de l'Évangile pour corriger cette stricte justice. Oui, d'ordre naturel, effectivement. Eh bien, c'est une bonne parole de fin, ça. D'où la nécessité de l'Évangile. On ne pourra jamais aussi bien dire, d'une certaine manière. Et pour justement il veut pas que ça empêcher s'achève, que les hommes méprisent leurs femmes. Alors, Monsieur l'abbé, on va pas se relancer. Et l'Évangile est Monsieur l'abbé la grande Guelfouchi, réponse de la protection de la femme. Oui. je vous remercie, mais on va pas se relancer, on va pas relancer un débat sur cette question. Vous pourrez continuer hors micro si vous voulez cette discussion très intéressante. En tous les cas, je vous remercie, c'était très riche. Merci Jean-Pierre de vos apports musclés. J'ai plus d'avis que sur la paramantique. Oui. Moi, je peux vous faire un cours de paramantique si vous voulez. C'est bon. Et c'était la semaine dernière. Nous sommes cette semaine. Merci d'avoir parlé de ce sujet important pour lequel vous avez toute légitimité pour le faire. À nous peut-être nous, je dis nous laïcs, hein, de trouver les bonnes solutions d'ordre politique, économique et social pour essayer de régler ce problème. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec d'autres invités, évidemment un autre sujet. D'ici là, que Dieu vous garde et n'oubliez pas de marquer le pouce pour soutenir cette émission, de vous abonner à la chaîne YouTube et même de souscrire à l'offre Rejoindre. À très bientôt. Au revoir.